Les journées passent à un rythme fou. On finit par s'oublier, à s'occuper de tout, sauf de nous. Parfois, ça fait du bien de se rappeler qui on est. Moi, j'écoute Radio Espace Guinée. Ça me fait du bien. Radio Espace Guinée. Tous les matins sur Radio Espace, mais aussi sur Espace TV. Retrouvez cette émission en rediffusion donc à 18h sur Suite FM Guinée. Merci à vous qui nous rejoignez sur Radio Espace Mamou. Vous nous écoutez évidemment dans cette localité sur 99.7. Sola Média relaie cette émission via les réseaux sociaux. Notre équipe à la régie, merci à Kabine Kondé, à Mafata Sano, à Mamoudou Kondé, le colosse, à toute l'équipe de ce côté. Amadou Sow réalise cette émission ici à la radio. Je le disais tantôt à la une, on s'intéresse évidemment à l'actualité, l'économie numérique, l'économie du futur, et la Guinée a bien compris évidemment dans ce sens que tout simplement, mesdames et messieurs, notre invité de ce matin n'est autre que monsieur Sila Amadou. Donc avec lui, nous allons débattre, ingénieur télécommunications et en économie numérique, ambitieux, projet flou, persistant. On essaie de comprendre ce matin avec l'invité qui va nous rejoindre un peu plus tard dans cette émission. On va y aller avec quelques messages évidemment que vous avez bien voulu laisser là sur le 657 39 13 13 avec ce premier message qui nous parvient. Bonjour les GG. Je vais dire maintenant à tout le monde que le RPG n'est pas mort, voilà, ni pour Alpha Condé ni pour Damaro, et voilà, c'est Suyuti Conté qui nous envoie ce message. Je n'ai pas du tout compris, mon cher Suyuti. On va rester dans le sillage avec cet autre, exactement, c'est Poulo Tolo Lissan qui nous écrit également. Bonjour les GG, bonjour la mine. Voilà, Damaro, pour nous, la guerre, c'est que nous voulons en Guinée, c'est bien entendu contre la pauvreté, l'injustice et l'impunité, mais aussi contre toutes les mauvaises pratiques. Bonne journée à vous, hashtag espace GG. Bonjour les grandes gueules, c'est Barry Possé depuis le Canada. Je suis d'avis avec Daouda. Pour le cas du journaliste, toute la presse devrait bouder donc la salle. Unissez-vous s'il vous plaît, c'est un auditeur qui nous envoie ce message. On reste dans le sillage avec Kaba depuis les États-Unis qui nous écrit également. C'est tellement malheureux que jusqu'à présent les injustices donnent encore naissance dans notre pays. La Guinée, dites au colonel de libérer le professeur immédiatement avant qu'il ne commence à faire face à l'inattendu. Signé Kaba depuis les États-Unis qui nous envoie ce message. Bonjour le Turbo, bonjour à toute l'équipe. Alimou 5 Diallo. Cette réunion des caciques du RPG Arc-en-Ciel hier est un attroupement illégal et atteinte donc à la sûreté de l'État. Bref, le CNRD doit être vigilant car nous voulons plus la pagaille. Alimou 5 Diallo depuis l'axe de la démocratie qui nous envoie ce message. On reste dans le sillage avec cet autre également qui nous écrit. Bonjour Lamine, bonjour à toute l'équipe. Le RPG continue à insulter le peuple de Guinée. C'est l'un de leurs ce qui fait le coup quand il a été aussi menacé. Il n'aurait pas. Tamba Félix Kamano Gekedou qui nous envoie ce message. On reste avec cet autre également. Lui, c'est Maté qui nous écrit ce matin. Bonjour à toute l'équipe des GG. Je salue donc la nomination d'hier du CNRD. Enfin, nous espérons que les Guinéens connaîtront bientôt donc une justice équitable. Merci à vous. Voilà, lui, il est un peu en retard. Voilà, un auditeur qui nous envoie ce message. Merci à la Marana Yemberin également qui nous écrit. Nous condamnons avec la dernière énergie l'agression contre le journaliste au siège du RPG Arc-en-Ciel. Nous interpellons donc la justice sur les propos extrêmement dangereux de Damaro hier. Merci à vous. Bonjour les GG, c'est Amadou Kandela Sila depuis Dixine, Tanganyika. Daouda, laisse le RPG tranquille et arrête de nous comparer à l'UFDG. Merci à vous, mon cher ami. Bonjour à vous, le groupe Tamba Zakari Minimono. Voilà. Bonjour à Lamine. Bonjour à tout le groupe. Tamba Zakari est un homme véridique. Il ne comprend rien dans l'évolution du CNRD. Touré depuis Kindia qui nous envoie ce message. On reste avec cet autre également, Antoine Kanduno qui nous écrit. Le RPG n'est ni le PDG ni le PUP. Après la transition, vous comprendrez que le RPG vous réserve. Antoine Kourouma doit savoir sortir des analyses partisanes et des comparaisons inutiles. Honorable Antoine Kaduno qui nous envoie ce message. Oh mon cher honorable, prenez un peu de la hauteur quand même. Antoine, il dit ce qu'il pense. Il est libre, c'est un homme libre.
Voilà, au moins c'est dit en passant. Allez, Abdulaziz depuis Cancan également qui nous écrit. Bonjour les GG. Imaginez un parti politique qui a fait 40 ans de lutte et 10 ans de règne et à la fin, on nous dit que ce parti n'a pas de vice-président. Alpha Condé a tout simplement été un échec pour notre pays. Abdulaziz depuis Cancan qui nous envoie ce message. Merci à vous Abdulaziz. On va rester toujours dans le sillage. Vous êtes très nombreux évidemment à nous écrire ce matin. Et maintenant du côté du RPG Arc-en-Ciel avec Mohamed Fofana, un auditeur fidèle évidemment qui nous écrit ce matin. La défaite est vraiment orpheline. Mon frère Daouda Mohamed doit se débarrasser de la passion. Quand un journaliste agit avec le cœur, il devient un danger pour la nation. Les journalistes ont énormément bénéficié de la largesse du pouvoir. Fama, malheureusement, l'oubli est le meilleur compagnon de certains Guinéens. Paix à l'âme du journaliste Koula qui a trouvé la mort au siège de l'UFDG. Et Mohamed Fofana qui nous envoie ce message du côté du RPG Arc-en-Ciel. On reste toujours avec évidemment ces militants du RPG avec Sinani également qui nous écrit ce matin. Bonjour Lamine, bonjour à toute l'équipe. La conférence de presse du RPG Arc-en-Ciel au siège est salutaire. Nous sommes un parti politique qui déteste les violences. Le dialogue est notre force. Nous demandons humblement au colonel d'accepter la libération du président Alpha Condé. Que Dieu bénisse la Guinée. C'est Sinani du côté des RPG qui nous envoie ce message. Avec l'UFDG maintenant, avec Suleiman Konaté qui nous écrit par pudeur, certaines personnes devraient simplement se taire dans ce pays, du moins pour l'instant. Ils sont co-responsables de la faillite de nos institutions, de l'État et de notre démocratie. Damareux et compagnie doivent comprendre qu'ils ont échoué sur toute la ligne et que le peuple de Guinée n'est pas dupe. On les a à l'œil. La mort programmée du RPG est irréversible. C'est Suleiman Konaté du côté du l'UFDG. L'UFDG, oui, c'est bien cela qui nous envoie ce message. On reste toujours dans le sillage. Vous êtes très nombreux ce matin à nous écrire, évidemment, avec qui exactement. Nous allons essayer de partir maintenant sur Twitter avec la complicité ce matin évidemment de cet enfant de Sigiri. Exactement de quel côté, parce que j'ai bien noté ça pour votre plaisir. Voilà, parce qu'on est très écoutés de ce côté et on nous regarde à la télévision. Voilà, du côté de Sigiri. Merci à vous tous à l'international. Continuez à réagir sur le 657 39 13 13. Évidemment, on va y aller avec l'enfant de Togi Wuleng. Voilà, c'est bien ça. Togi Wuleng à Sigiri. Voilà, c'est Poutine. Bien. On reste avec Conté Suguti qui nous écrit. Bonjour les GG, je dirais à ce petit groupe qui demande aujourd'hui la libération de l'ancien président Alpha Condé, je voudrais savoir, est-ce que le président est-il condamné ou privé de sa liberté? Donc arrêtons la démagogie. Il était guinéen et il sera toujours guinéen. Voilà, il veut dire Conté Suyuti qui nous envoie ce message. On reste dans le sillage avec cette autre réaction, c'est de Kadiata Madi Shérif Kamak qui nous écrit. Bonjour les GG, les anciens dignitaires bénéficieront de la présomption d'innocence et ils ont droit de s'exprimer. Ils ont le droit de s'exprimer, veut dire. En tout cas, si l'accompagnement d'un troisième mandat constitue une infraction en Guinée, beaucoup se verront inculpés dans ce pays. Vive la justice, nous dit Kamak ce matin. On reste avec Kernon Idrissa Diallo également qui nous écrit sur Twitter. Mon cher Lamine, bonjour mon cher Lamine et à toute l'équipe. Cette rencontre d'hier du RPG me fait rire quand j'entends Damarou parler de leur avoir. Voilà, c'est bien cela. Participer donc à la transition, il faut les audits le plus vite possible. Kernon Idrissa Diallo depuis Ziguinchor au Sénégal qui nous envoie ce message. Ici à Gabari qui nous écrit également. Alpha Condé est beaucoup plus à l'aise en prison qu'au pouvoir car il ne contrôlait plus rien au sommet de l'État ces dernières années. Merci à vous. On reste avec le pacificateur également qui nous écrit. Bonjour les grandes gueules, je suis tout à fait d'accord avec Daouda. Il faut à chaque fois soutenir les confrères qui sont victimes de violences en boycottant les agresseurs. La liberté d'expression ne se donne pas, elle se prend avec le courage et le discernement. Le Kourouka, c'est le pacificateur qui nous envoie ce message. On reste avec Lancine Cissé également qui nous écrit sur Twitter. Le RPG et ses alliés ont le droit de réclamer la libération de leur leader, Alpha Condé. Que le CNRD décide si le PRAC est coupable d'infraction, qu'on le remette à la justice et qu'elle fasse son travail. Sinon, c'est une arrestation sans fondement. #espace GG. Moussa Lagig Logique, voilà, Moussa Logique Foufana qui nous écrit également. Bonjour les GG.
Le point de presse est un avertissement pour les CNRD. Il est temps pour ce dernier de faire des audits sérieuses, des audits, voilà, et placer donc ces, voilà, je peux pas me permettre, c'est pas possible, voilà, mon cher ami, pas de gros mots à l'antenne, s'il vous plaît, voilà, quoique le RPG aussi, c'est les Guinéens, c'est aussi simple que ça, voilà. On reste avec Fatoumata Keïta qui nous écrit ce matin. Bonjour les GG, le RPG aurait pu s'inspirer de l'ANC de Mandela qui dirige le pays depuis la fin de l'apartheid en présentant un nouveau candidat à la présidentielle de 2020. Mais aujourd'hui, le défi est énorme pour eux de repositionner et reconquérir donc le pouvoir. Merci à Youssef Kaba également qui nous écrit du côté du PEDN. Le CNRD doit vite recadrer ces pyromanes qui cherchent à saboter la transition. Cette conférence de presse a été une tribune de menaces, de mise en garde, d'injonction à l'endroit donc du CNRD. Damaro cherche à remobiliser les forces du mal pour déstabiliser donc les autorités. Merci beaucoup mon cher ami. Noumou également qui nous écrit sur le 650, pardon, sur le hashtag espace GG. Bonjour les grandes gueules, ces EPJ cherchent juste à s'imposer au sein de l'opinion. Voilà, attendez-vous aux prochains jours à ce que certains nous présentent leur parti. Calmez-vous les gars, ne soyez pas jaloux du FNDC. Ils ont la voix partout et peuvent se déplacer sans souci. C'est pas possible. On va rester avec Adolphe le Sankariste également qui nous écrit, qui dit quoi exactement? Bonjour les grandes gueules, bonjour à toute l'équipe. Qu'est-ce qu'il dit? La chute d'Alpha Condé a agonisé donc le RPG. Le RPG, mais cette guerre de leadership va encore l'assassiner et le faire disparaître plus que le pays peut. Ma Guinée a besoin de vrais politiciens. Merci le Sankariste qui nous envoie ce message. Youssouf So, le dernier message évidemment. Bonjour les GG, bonjour à toute l'équipe. Voilà, qu'est-ce qu'il dit? Alpha Condé ne serait pas là aujourd'hui. Voilà, si tous ces cadres du RPG se trouvaient au même endroit avec Alpha Condé, on ne serait pas là aujourd'hui. Doumbouya a fauté avec sa fameuse phrase pas de chasse aux sorcières. Et pourtant, tous les sorciers méritent d'être chassés. Hein? C'est Youssouf So qui nous envoie ce message. Ils sont très nombreux évidemment. On va continuer le débat, mes chers amis, évidemment. Dans un instant, notre invité qui va s'installer dans ce studio, qui n'est autre que monsieur Amadou Silla. Il faut le rappeler, il est ingénieur télécom et en économie numérique. Le temps qu'il nous rejoigne évidemment dans ce studio, Jacques Levaleno. On va essayer de partir. Beaucoup de réactions ce matin des auditeurs et cette manifestation justement prévue samedi. Jacques, vous allez enlever le casque sur la table, ça va encore mieux. Voilà, bien. Voilà, mon cher Jacques. Bien. Oui. Bien. Ça va? Ça va bien, merci. Bien, ok. Allez-y, ma fille. Il y a effectivement cette manifestation qui est prévue le samedi prochain. C'est une initiative de quelques leaders d'opinion et des artistes qui envisagent de par cette manifestation apporter leur soutien au CNRD. On a vu un peu l'exemple du Mali où de ce côté il a fallu une forte mobilisation parce que après la prise du pouvoir, c'est une CEDEAO qui s'est voulue très intransigeante par rapport à la durée des transitions. Oui. Et le Mali, par exemple, qui à un moment qui s'est dit, vous nous avez laissé dans cette merde, si on a un militaire qui vient au pouvoir, ne nous pressez pas, laissez-nous faire ce que nous avons envie de faire. Aujourd'hui, on a l'impression que en Guinée, c'est même pas une impression, on se rappelle de ce délai de 6 mois que la CEDEAO avait fixé aux autorités de la transition pour pouvoir finir avec cette transition, mais on s'est rendu compte graduellement que 6 mois c'était peut-être peu. Il y a même eu des leaders politiques qui sont allés jusqu'à dire 2 ans ou plus. Pourquoi? Parce que on a connu une transition de par le passé. Les Guinéens voulaient à travers cette transition saisir l'occasion pour poser les bases d'un développement. Parce qu'on se rappelle la transition avec Dadis, il y avait par exemple eu les accords de Ouaga, il y avait certaines choses qui avaient été données au président élu après l'élection présidentielle de faire. Ouais. Mais par exemple, on a vu notre président de la République qui, après son élection, n'a pas honoré tous les engagements. Il n'a par exemple organisé les élections législatives que 3 ans après. Donc on s'est dit, ce sont des erreurs qu'il faille éviter. On a besoin de faire beaucoup de choses pendant cette transition. Mais le délai que le CNRD souhaite, ou même les Guinéens souhaitent, ou les partis politiques, ce n'est pas forcément ce que le CNRD, la CEDEAO souhaite. Du coup, ça devient comme une certaine pression. Donc aujourd'hui, on veut dire à la CEDEAO de suivre un peu le rythme que les Guinéens voudraient bien à travers le CNRD. Et il y a cette initiative donc de se regrouper le samedi prochain dès 8h du côté du stade du 28 septembre pour apporter un soutien au CNRD. Et moi,
je trouve la logique noble, mais en même temps, quand on voit le stade du 28 septembre, ça rappelle un souvenir. Bien. Oui, j'en viens, Tamba. On va revenir dans un instant, voilà, si vous nous permettez, le temps d'une pause, le temps pour l'invité de s'installer, on revient. Les journées passent à un rythme fou. On finit par s'oublier, à s'occuper de tout, sauf de nous. Parfois, ça fait du bien de se rappeler qui on est. Moi, j'écoute Radio Espace Guinée. Ça me fait du bien. Radio Espace Guinée. Tous les matins sur Radio Espace, mais aussi sur Espace TV. Merci à vous qui nous rejoignez sur cette chaîne, mesdames et messieurs. On continue le débat. Diba Minimono, voilà, on va continuer le débat avant de recevoir évidemment notre invité qui est déjà installé dans ce studio. Oui, je voulais réagir un peu par rapport à la sortie du gouverneur de la Banque centrale dans les grandes gueules lorsqu'il disait que l'État a pu se désendetter à hauteur de 1000 milliards auprès de la Banque centrale. Donc, ce qui veut dire qu'ils ont pu quand même mobiliser un peu des ressources internes. Et est-ce que cette mobilisation touche certains cas de RPG? Parce que cette sortie de Damaro qui dit que nos biens ont été gelés au niveau des banques primaires. Donc, est-ce que cette embellie touche aujourd'hui ces cas de RPG? C'est la question qu'il faut se poser, parce que cette sortie quand même du gouverneur où l'État est allé puiser tout cela pour pouvoir se désendetter, est-ce que ça a été puisé dans les comptes des uns et des autres par rapport à la saisie des biens peut-être mobiliers et immobiliers? Est-ce qu'on fait référence à cela? Donc c'est la grosse question qu'on se pose aujourd'hui. Est-ce que cette sortie aussi n'a pas précipité cette conférence de presse du RPG Arc-en-Ciel? Voilà. Maintenant sur le stade, je crois que ça s'est fait au Mali. Est-ce qu'aujourd'hui le CNRD a besoin de ça? C'est vrai que nous sommes dans un État, parce qu'en Afrique, chaque État qui est membre de la CEDEAO quand même a son autonomie. Lorsque les citoyens décident eux-mêmes d'apporter un soutien au CNRD pour exprimer un peu l'assise qu'ils ont aujourd'hui dans le pays, je pense qu'il faut les laisser le faire. On est en démocratie, lorsque les gens veulent s'exprimer, on ne peut pas quand même les embrigader. Maintenant, il faudrait quand même qu'à un moment donné aussi qu'on s'inspire de l'histoire. Parce qu'à un moment donné, il ne faudrait pas que les mêmes citoyens sortent un jour pour dire, bon, on est en train de sortir, voilà, qu'on est en train de sortir de la durée légale de la transition. Donc, c'est un couteau à double tranchant. C'est assez complexe. Ouais. Mais, une fois encore, j'estime qu'ils ont besoin d'un soutien et de rappeler aussi à la CEDEAO que nous avons, et il faut rappeler aussi à la CEDEAO que la Guinée, quand même, c'est un pays qui a acquis son indépendance, parce que d'un côté, il y a le droit d'ingérence, mais de l'autre côté aussi, il y a le fait que les peuples ont le droit de disposer d'eux-mêmes. Je pense que le CNRD bénéficie d'une légitimité charismatique. Ils sont soutenus par les Guinéens aujourd'hui de tous les bords pratiquement, et ils ont besoin de cet appui-là pour pouvoir continuer à tenir tête et puis à se battre pour sortir le pays de la nuit. Bien. Donc moi, je salue quand même l'initiative de cette manifestation. C'est normal qu'on puisse quand même les exprimer notre soutien. Voilà, allez, Minimono. Allez, notre invité est déjà installé dans ce studio, M. Silla. Avec nous, M. Silla, bonjour. Bonjour à tous. Bienvenue. Vous allez vous approcher un petit peu du micro. Très bien. Il faut le rappeler, vous êtes ingénieur télécommunications et en économie numérique. Tamba m'a prévenu que ça va jaser ce matin. Oui, ça va jaser. On va commencer l'interview avec un mot sur vous, ingénieur télécom, économie numérique. Ce sont autant de questions auxquelles le commun des Guinéens n'est pas habitué. Concrètement, ça consiste à être quoi? Que d'être ingénieur télécom et spécialiste des questions d'économie numérique. Et vous, dans le fil des échanges que nous avons eus, nous savons que vous êtes impliqué dans la gouvernance aussi. C'est donc les applications de ce savoir-là à la gestion de la cité, à la gestion donc de la chose publique aussi. Ouais. Vous avez de l'expérience en un tour. Parlez-nous-en. Très bien, donc bonjour à tous. Amadou Silla, donc ingénieur en sciences appliquées, en réseau, télécommunications, génie logiciel, système d'information. Donc j'ai un parcours que j'ai initié donc chez Microsoft, France, chez IBM, et un parcours au New Jersey Institute of Technology, suite à un parcours de consultant chez Accenture. Donc sur les sujets, vous l'avez dit tantôt, de transformation digitale des systèmes d'information, d'accompagnement, notamment du secteur public en France, en Europe en général, et aussi aux États-Unis, au Canada, sur les questions de stratégie numérique, sur les questions de l'efficience de l'administration également, donc sur la base, avec le levier que constitue le digital. On le voit tous, désormais, nous avons tous le téléphone greffé à nos mains. On ne peut plus s'en passer. Tout ce que nous faisons désormais, en termes d'agenda, en termes de gouvernance, en termes d'achat, en termes de vente, en termes de clientèle, en termes de toutes les activités qu'on mène aujourd'hui pour communiquer, etc., ça passe par le numérique. Donc, c'est désormais un sujet qui est central. On ne peut plus faire sans le numérique.
Alors, qu'est-ce que le rôle d'un ingénieur? Un ingénieur, à la base, c'est un acteur social, entre guillemets, dont le travail, c'est de répondre aux besoins de la société de manière efficiente. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que aujourd'hui, je suis confronté, je prends l'exemple de la Guinée, on prend une problématique, mettons, de la police routière, par exemple, dans la circulation. Qu'est-ce que j'observe? On observe par exemple que les policiers sont souvent après donc les motards, après les véhicules. Alors, qu'est-ce que peut jouer une personne comme moi, en tout cas comme mon entreprise, dans ce contexte-là? C'est d'analyser, de modéliser justement ce qui se passe sur le terrain et de voir comment est-ce qu'on peut outiller en termes de méthode, en termes de processus, en termes d'outillage au sens informatique et télécommunications pour faciliter le quotidien de ces personnes-là. Typiquement, comment je pourrais par exemple faire en sorte que une personne qui roule en moto ou en voiture puisse être identifiée automatiquement via une caméra dont est équipée la police routière ou dont est équipé, je sais pas moi, un feu dans la circulation, pour arriver à automatiser la verbalisation, à automatiser tout ce travail-là que tout le monde sait déjà faire, en tout cas la police routière, mais pour faciliter le travail, être efficient, réduire l'effort qu'on fait, réduire les coûts. Donc c'est cela le rôle de l'ingénieur. C'est d'abord donc un rôle social et le but c'est de viser donc l'efficience. Cela est vraiment important ici. En gros, on n'invente rien. On intervient auprès des acteurs qui maîtrisent déjà leur sujet et on leur apporte encore une fois le cadre qu'il faut, les processus, les procédures, les outillages, etc. pour être efficient. Voilà. Est-ce qu'on peut dire, parce que Tamba le rappelait dans le libellé, comme quoi la Guinée a compris l'enjeu avec évidemment le câble sous-marin. Aujourd'hui, on voit un petit peu, si on prend en tout cas le débit de la connexion aujourd'hui, on se dit qu'on est un petit peu en retard. Le fait, qu'est-ce qui peut expliquer cela? Alors, on va dire que ce sujet-là, il est assez complexe. En fait. Parce que vous le savez, le projet, le câble ACE, c'est African Coast Europe. C'est un câble qui est long de 17 000 km quasiment. En fait, ce projet a été initié il y a très longtemps. Il faut savoir qu'il avait été refusé à l'époque autant s'écouterait parce qu'on ne maîtrisait pas encore cette technologie-là. Et la Guinée craignait d'être espionnée à l'époque par l'étranger. Justement. Donc, on n'est pas sorti de l'auberge aujourd'hui, parce que quand on voit un petit peu qu'on n'a pas aujourd'hui une société nationale, je parle de Sotelgui qui est morte depuis, il faut le rappeler, et que aujourd'hui c'est des sociétés étrangères qui donnent, S'il souhaite même qu'on commence par là, avant de venir à la fibre avec Sotelgui. Sotelgui existait, je crois, il y a des partenaires étrangers qui étaient là dedans, et finalement on va la remplacer par Guinée Télécom. En effet. Qui devrait reprendre les actifs et les passifs de la Sotelgui, sauf que jusqu'aujourd'hui, en tout cas, la gouvernance d'Alpha Condé ne nous a pas permis de relancer, n'est-ce pas, cette société. Question donc, qu'est-ce que nous perdons aussi bien en termes de moyens économiques, mais également en termes de sécurité? Qu'est-ce que nous perdons, et évidemment les conséquences finalement avec la collaboration qu'on a avec les sociétés privées qui existent. Justement, parce que quand on sait aussi que la data c'est l'avenir, parce que on prend un petit peu les opérateurs de téléphonie, on disait que le président était chez un opérateur étranger, d'où la gravité peut-être d'espionner même. C'est ça, on est entièrement d'accord. En effet, c'est une très bonne question, vous faites bien de le souligner. Il faut savoir qu'il y a à peu près, on va dire 40 ans maintenant, la Guinée était à la pointe de la technologie avec la Sotelgui. On était parmi les premiers en Afrique en fait, à acquérir de telles technologies pour communiquer, etc. Cela a duré assez longtemps, puisque au final, pour des questions que l'on connaît tous, de gouvernance, lorsque la Sotelgui mourait de sa belle mort en 2013, il y avait quasiment 2600 employés. Elle peinait à peine à payer ses employés. L'État a donc dû intervenir plusieurs fois à travers le ministère des Télécommunications, ne serait-ce que pour payer le salaire de ces employés-là. Donc il y avait un vrai problème de gouvernance, y compris financière à ce niveau-là. Donc la Guinée y a perdu beaucoup, puisqu'au final c'était la seule société nationale dont on disposait. Alors l'intérêt d'une entreprise nationale dans ce secteur-là, c'est d'abord, vous l'avez dit tantôt, la question de la sécurité de l'information, des données qui sont stockées. Il faut savoir qu'un État souverain, on va dire, traite beaucoup d'informations en termes de défense, en termes de stratégie économique, de développement, de renseignement, etc. Imaginez qu'aujourd'hui, la Guinée veuille communiquer entre les frontières, je pense à Sigiri, Koundara ou à Zéro-Corée, que sais-je. Par exemple, on passe par des réseaux aujourd'hui qui ne sont pas guinéens. D'accord ? On passe par des réseaux des opérateurs que l'on connaît, pour ne pas les citer. Cela pose un problème. Lequel ? Ces informations-là,
transitent par des réseaux d'opérateurs qui sont donc des multinationales. D'accord ? Donc ces données transitent par un réseau qui est donc guinéen, mais les données sont au final stockées sur des serveurs qui sont en France, aux États-Unis et ailleurs. Or, dans ces pays, il existe des lois qui obligent ces entreprises-là à ouvrir leurs serveurs en cas de quiproquo. Donc si jamais il y a un sujet entre la Guinée et ces pays-là, ils auraient accès à nos informations. Alors imaginez des informations de défense, de sécurité, de renseignement et de guerre économique aussi, il faut le dire, puisque tous les pays s'inscrivent dans cette logique-là. On est maintenant dans un monde globalisé et que la Guinée se trouve livrée en pâture comme ça, dans des économies qui nous dépassent largement, on se retrouve perdant. Ce qui veut dire qu'en fait, sur l'aspect donc sécuritaire et de défense, c'est un gros souci. Pour revenir donc à l'aspect économique, cela est évident. Aujourd'hui, une multinationale, il faut le savoir, sa première vocation, c'est à faire du profit, il faut le dire. Ils ne sont pas en Guinée pour les beaux yeux des Guinéens, ils sont surtout en Guinée pour faire du profit. On le voit très bien, d'ailleurs, les chiffres que font certains opérateurs en Guinée, en Afrique de manière générale, sont plus importants que ce qu'ils font en Europe ou en Amérique, par exemple. Parce que nos marchés sont des marchés émergents. Le taux de croissance, la marge de croissance, elle est encore beaucoup plus importante ici. En Guinée, on parle d'un taux de pénétration aujourd'hui qui est de 48%, avec une couverture à quasiment 90%. Donc la marge, elle est énorme. Et c'est pareil dans beaucoup d'autres pays, le Niger, le Mali, etc. Il y a encore beaucoup de marge de progression. Et donc, tout pays aujourd'hui qui ne s'inscrit pas dans une logique de réappropriation de ces réseaux de télécommunications, de son économie numérique qui est désormais incontournable, ce pays-là a vocation donc à se retrouver face à des... Comment expliquer, malgré l'atterrissage aujourd'hui du câble, qui peut faciliter les choses parce que ça fluidifie un peu la connectivité, malgré tout cela, pourquoi on a du mal, à votre avis, à relancer ces structures étatiques qui pouvaient quand même, en termes de rente économique, être un bénéfice pour notre économie? Alors, après, sur cette question-là, il y a deux points. Le premier, c'est d'abord la relance de la Sotelgui. On en parle depuis, 7-8 ans par là, puisque elle est morte de sa belle mort il y a 8-9 ans maintenant, c'était 2012. L'arrêt des activités en région et à Conakry, faute de carburant dans les groupes électrogènes, ne serait-ce que pour alimenter la commune de Kaloum. Et donc, il faut savoir qu'on a voulu une fois relancer la Sotelgui en Guinée, mais on a fait face à des dettes, quoi. C'est-à-dire que il y a un crédit qui a été pris auprès de l'Exim Bank au niveau de la Chine. Et ce crédit-là devait servir à renouveler l'infrastructure de la Sotelgui, ce qui visiblement n'a pas été fait comme il fallait. Donc, on en est resté là. Cela a créé un appel d'air pour les opérateurs qu'on connaît. Ils ont donc occupé le marché, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, la Guinée donc peine à redémarrer cette entité qui est donc Télécom Guinée, qui a été donc créée par décret du président. C'est assez récent d'ailleurs, en tout cas il y a dans les années 2017 je pense, qui a donc repris les actifs et les passifs donc de la défunte Sotelgui. Mais on le voit très bien, on a encore du mal à démarrer. Je pense faute de repreneurs, puisque comment reprendre une structure qui a un trou dans sa caisse d'au moins 50 millions de dollars. Ça veut dire qu'on vient avec ce passif-là qu'il faut donc honorer. Donc comment exploiter une telle entité lorsqu'on sait qu'il y a... Quand vous dites faute de repreneur, est-ce que l'idée c'est de trouver un opérateur qui va s'engager auprès de l'État, ou alors l'État a la possibilité en tant qu'institution, ou bien de trouver une institution qui va s'en charger? Comment ça devrait se faire? Voilà la bonne formule concrètement pour vous. Pour vous, ce serait quoi pour la Sotelgui aujourd'hui? À mon sens, on peut faire les choses bien, je pense. Encore une fois, je reviens vraiment sur la question de l'éthique, en fait, la question de la souveraineté numérique. C'est un sujet qui est très important, au-delà même de l'aspect économique. La Guinée a besoin, encore une fois, de se réapproprier sa data. On ne peut pas faire sans cela. On ne peut plus parler d'économie sans data. On ne peut pas parler d'éducation sans data aujourd'hui, ni de santé, ni de gouvernance d'ailleurs. Tout cela, toute la transparence dont on parle en Guinée depuis un certain temps maintenant, tout cela peut être mis en œuvre avec le levier de la data. Cela est important. Et donc, aujourd'hui, j'estime que ce qu'il faudrait faire, c'est mettre en œuvre donc une compagnie nationale, ou en tout cas où l'État guinéen serait majoritaire. Pourquoi? Pour contrôler le réseau et contrôler ce qui s'y passe. Et surtout s'assurer que les données ne sortent pas de notre territoire géographique. Cela est essentiel. Encore une fois, il suffit d'un quiproquo avec un quelconque pays où nos données seraient stockées pour que nous nous retrouvions exposés. Vous parlez de données, il y a un événement qu'on a connu il y a quelques mois en arrière.
c'était au fort de la lutte contre le troisième mandat. Je crois que c'était la Guilab ou la RPT qui avait sorti ce communiqué pour annoncer qu'il y aurait rupture dans les communications Internet en Guinée, je crois pour 2-3 jours. Ils avaient évoqué un motif d'entretien, effectivement, de travaux justement, si vous vous souvenez. Alors, première chose, est-ce que vous comprenez une telle démarche? Est-ce que pour entretenir un réseau, on a besoin d'interrompre la connexion sur 48 à 72 heures? Première chose. Deuxièmement, nous avons tous eu recours à des... Comment ça s'appelle des VPN, justement, pour contourner. Et puis, moi, j'ai rencontré quelqu'un qui me disait, VPN, c'est une brèche dangereuse pour vous, les utilisateurs du réseau. Qu'en est-il c'est quoi votre avis d'expert sur la question? Alors, déjà, lorsqu'on déploie un réseau, pour l'avoir fait en France, dans les collectivités que j'ai accompagnées, notamment à Nevers, on s'assure toujours d'une forme de redondance. C'est-à-dire qu'on s'assure qu'on a toujours un plan B, en fait, en cas de souci. Donc, le blackout comme ça sur un réseau, c'est plutôt rare. Ouais. Et cela ne devrait pas arriver en temps normal. Parce qu'on voit bien ce que cela provoque comme impact. On l'avait vu tantôt avec Facebook, un arrêt de quelques heures et le nombre de milliards d'euros que cela a impliqué. Donc, à mon sens, cela n'est pas explicable, à moins qu'il y ait d'autres raisons qui ne soient pas techniques, que je ne connaîtrais pas du coup. Mais techniquement, je sais qu'en déployant un tel réseau, on s'assure qu'on a toujours un backup. Donc si le plan A ne fonctionne pas, on a toujours un plan B, voire un plan C. Les grandes garantir, encore une fois, que l'information circule. Ça, c'est vraiment un point qui est essentiel. Maintenant, en ce qui concerne donc les VPN, alors, je sais qu'en Guinée, c'est assez fréquent maintenant, c'est fréquent en tout cas, je sais que il arrive assez souvent que les gens aient recours à ce genre d'outils pour donc contourner. Il faut savoir que alors le VPN, à quoi est-ce qu'il sert? Il sert à contourner une barrière simplement. En gros, si mettons en Guinée, on décide par exemple de bloquer l'accès à un site lambda et que ce site-là a une adresse spécifique, une IP spécifique ou un port spécifique, le VPN sert à contourner cela. C'est comme si vous aviez en fait un mur face à vous et qu'on vous dise que dans ce mur-là, à côté, il y a une brèche pour passer à travers et pour donc accéder à l'information dont on a besoin. Alors évidemment, tout cela avec donc la démocratisation de l'accès à l'information aujourd'hui, cela ne devrait pas être en temps normal. Bien. Alors, il faut le rappeler, Amadou Sylla, ingénieur télécom et en économie numérique, notre invité ce matin chez les GG. Allez-y. Alors, je reviens sur la nécessité pour la Guinée de disposer de sa data. C'est vrai que autant que vous êtes les ingénieurs, vous voulez coûte que cela soit. On voit avec la blockchain par exemple, mais n'est pas traîne encore pour beaucoup de pays. Est-ce qu'aujourd'hui la Guinée, telle que nous sommes, vous pensez qu'il est aisé pour nous de disposer de notre data? Alors, moi j'estime que le transfert de compétences, y compris lorsqu'on va acheter du matériel, qu'on va acheter de la technologie, cela doit se faire avec l'expertise qui va avec. La Chine a bien réussi avec ça d'ailleurs. Ouais. Nous autres pays africains, généralement, c'est là où on pêche. On va souvent acheter du matériel. On l'a vu même dans nos hôpitaux, l'hôpital sino-guinéen qu'on a vu ici, qui a eu du mal à démarrer, faute d'expertise. Ouais. Donc généralement, dans les contrats, lorsqu'on va les ficeler en Guinée, il faut qu'on impose aussi l'acquisition de l'expertise et pas uniquement du matériel. Donc il faut qu'on puisse faire évoluer les choses lorsqu'on les acquiert, il faut qu'on puisse les faire évoluer, qu'on puisse les adapter à nos réalités. Autrement, on devient donc entre guillemets esclave de ceux qui nous ont fourni ces matériels-là et ces logiciels-là. Donc nous y sommes quelque part perdants. C'est pour cela que j'estime qu'il faut qu'on ait en Guinée des centres de compétences. Peu importe où nous en sommes aujourd'hui. On peut aujourd'hui imaginer qu'en Guinée, il n'y a pas assez de cas de compétences, c'est pas un problème. Maintenant, l'idée, c'est d'acquérir en fait ces compétences-là, ces expertises-là, au moment d'acquérir les logiciels et les matériels qui vont bien. D'autres pays l'ont fait. La Chine, par exemple, en termes de brevets, n'a quasiment pas de brevets qu'elle a inventé elle-même. Par contre, elle les a acquises. Et ça, c'est ce qu'il faut en fait. Aujourd'hui, on fabrique tout dans ces pays-là. Pourquoi? Parce qu'en achetant, encore une fois, une technologie, en achetant un logiciel, en achetant du matériel, en achetant des matériaux ou des matières premières, on s'assure que derrière, on dispose de l'expertise nécessaire pour ne plus dépendre des puissances qui nous ont fournies. Parce que c'est là que se situe aujourd'hui en fait la problématique. Au niveau notamment de la balance commerciale, on fait en sorte que lorsqu'on a acquis une technologie, qu'on puisse soi-même l'exploiter, produire des biens et des services en fait pour donc avoir une certaine forme d'indépendance économique, technologique, etc.
Bien. Allez, quelques commentaires avant de continuer évidemment l'émission. Beaucoup de réactions ce matin. On a Kerno qui nous écrit, qui dit les futures données médicales du Guinéen, si le CNRD ne fait rien, seront gérées donc par une entreprise étrangère en Italie. Le Guinéen serait-il devenu une marchandise? Je pose la question. Eh ben voilà. D'abord nos données sécuritaires, maintenant nos données médicales après. Donc c'est Kerno qui nous envoie ce message. Je reste toujours dans le sillage avec Youssouf Boundou, Guinée News également, qui réagit et qui dit ce matin, rien ne retarde le lancement de la Guinée Télécom que la cupidité, l'incompétence et la mauvaise foi des cadres qui ont géré ce secteur jusque-là. Posez-vous la question, pourquoi l'État loue les équipements à Orange et à quel prix? Il pose la question, qui a ordonné, à qui profitent les frais de location des équipements de Guinée Télécom, que paye Orange Guinée? Et voilà dans d'autres questions qu'il va falloir élucider. Peut-être un commentaire là-dessus. Oui, en effet, c'est une très bonne question et c'est vrai que c'est un point qui est aujourd'hui essentiel, avec notamment la Sotelgi, enfin l'ex-Sotelgi dont on sait aujourd'hui que effectivement en termes de matériel, donc devient maintenant opérateur technique vis-à-vis donc des opérateurs qui sont connus aujourd'hui. Cela est dommage, puisqu'encore une fois, je ne pense plus qu'il y ait réellement de raison au frein, en tout cas à la non-reprise, au non-démarrage de Télécom Guinée. Donc la Guinée y perd évidemment énormément. Maintenant, je l'ai dit tantôt, ce qu'il faudrait faire, puisque l'État guinéen aujourd'hui est prêt à céder 70% des parts de Télécom Guinée à un potentiel repreneur. Maintenant, et là où je suis moyennement d'accord avec ce commentaire, c'est qu'aujourd'hui, pour trouver un repreneur, il faut qu'il soit prêt à partir encore une fois avec un passif de 50 millions. Ce n'est pas rien quand même. Mais comment est-ce possible que les équipements de Sotelgi soient loués aujourd'hui à Orange, entre autres? Non, on peut l'expliquer par le fait que pour l'instant, comme on n'est pas prêt à relancer des offres auprès des consommateurs finaux. C'est par rapport à la couverture aussi, parce que la Sotelgi, quand même, à la différence du secteur privé, était mieux structurée et plus répandue. Est-ce que ça aussi, ça ne justifie pas un peu? Le moyen territorial était conséquent, mais il faut savoir que depuis, je ne sais plus combien d'années que Orange Guinée, par exemple, a investi en Guinée, il y a eu des investissements colossaux qui ont été faits. Et donc aujourd'hui, on retrouve partout des stations, enfin des pylônes qui désormais viennent quasiment suppléer les installations en fait ainsi existantes de la Sotelgi, qui sont donc aujourd'hui quelque part vieillissantes. Ouais. Voilà. Et donc derrière, c'est tout. Vous voyez, c'est toutes des questions de manne financière, de la force de frappe financière de ces compagnies-là, qui elles ont la capacité à investir lourdement. Et c'est qu'aujourd'hui, un potentiel repreneur de la Sotelgi aurait du mal à faire. Bien. Puisque final, encore une fois, avec un tel trou dans la caisse, alors se retrouver déjà à flot, c'est 50 millions à minima. Ensuite, réinvestir davantage pour toucher telle ville, toutes les villes de la Guinée. Et regardez, par exemple, rien que le projet du backbone national, c'est 238 millions de dollars. Un projet qui aurait dû prendre, par exemple, 4 ans, qui n'a démarré finalement qu'en septembre 2020, avec une perte conséquente de plusieurs dizaines de milliards tous les ans pour une non-exploitation en fait de ces réseaux-là. Bien. Allez, c'est Amadou Silla, il faut le rappeler, parce que beaucoup de lutteurs me demandent. Amadou Silla, il est ingénieur télécom et en télécommunication et en économie numérique. Allez-y, mon cher Tamba. Voilà, vous nous tendez... Vous nous tendez la perche avec le backbone. Une question générale d'abord. On abordera la question des chiffres, bien évidemment. Mais question générale, nous avons eu le câble sous-marin. Il a été atterri en Guinée. On se souvient bien des discours qu'on a entendus à l'époque du professeur Alpha Condé et de tous les ministres concernés. Ensuite, le backbone arrive, projet de 4000 kilomètres à la base. J'ai encore consulté ces informations sur le site de la GILAB, donc de grands chantiers prévus. Pour commencer, câble sous-marin, il arrive avec beaucoup de possibilités pour fluidifier la connexion, mais parfois, il suffit de sortir de la Guinée, je vais à Dakar, ou je vais en dehors, je sens quand même que il y a une différence au niveau qualité de la connexion. Ça s'explique comment? Les grandes gueules. C'est une très bonne question. Il faut savoir que ce câble-là, encore une fois, c'est un projet qui concernait plusieurs pays de la sous-région, en fait, tout le golfe de Guinée. Un projet global sur tous ces pays-là depuis les 700 millions de dollars, en fait. Et la Guinée y a participé à hauteur de 4,9% environ, sur environ un montant comme 33 millions de dollars. Et donc était actionnaire l'État guinéen et certaines compagnies comme Orange, Mouna Group, Skyvision, je crois, des compagnies comme ça, qui ont donc mis la main à la poche pour donc accéder à la data.
Et juste pour être un peu technique du coup, en termes de débit disponible au niveau de ces câbles sous-marins, c'est 5,2 Tera. Ça veut dire 5200 gigas en fait de disponible. Et la Guinée dans tout ça, et ça part donc c'est environ, comme je le disais tantôt, 4,9%, ce qui représente jusqu'à 250 gigas de données. Je sais pas si de débit à la seconde. Je sais pas si vous imaginez ce que cela veut dire. Les grandes gueules. 250 gigas disponibles à la seconde pour les abonnés guinéens. Ça s'affiche quoi. Ouais. Mais et pourquoi justement? Voilà. C'est un sabotage ou bien c'est plutôt commercial? Alors derrière, c'est que aujourd'hui, il y a une question de capacité aussi. Donc la GILAB, donc c'est la Guinéenne de la large bande, donc a décidé de déployer progressivement ses capacités. Aujourd'hui, ils en sont à quelques dizaines de gigas. Je crois que c'est 40 gigas. Et à travers, alors faut voir que le backbone aujourd'hui, ce câble sous-marin, il faut le voir comme une sorte de château d'eau quelque part, qui est disponible donc équipé au centre émetteur. L'idée derrière, c'est qu'ensuite il faut mettre en place une tuyauterie qui permet de déverser le débit vers tout le pays. Et le backbone il sert à ça. C'est cela en fait, pour expliquer les choses très basiquement. Et donc ce backbone a été donc déployé, il a été inauguré en septembre 2020 de manière donc officielle, avec un débit aujourd'hui disponible, une bande passante disponible de 50 gigas, qui peut être élevé jusqu'à 450 gigas. Alors le problème aujourd'hui avec cela, c'est quoi? C'est que on est parti sur une base de 4000 km à la base, qui a été donc revue à la hausse jusqu'à 4000, je crois 4225 pour être précis. Les grandes gueules. Cela représente aujourd'hui moins de 10% des besoins du territoire guinéen. D'accord? Moins de 10%. Si vous permettez, la régie, la carte de Guinée avec des traits verts là, faut les faire grandes gueules. Pendant qu'il parle de cela, allez-y. Allez-y. de comprendre parce que aujourd'hui, ce backbone-là, il est pour l'instant uniquement au service des opérateurs. On l'illustre à la télévision à l'instant. Allez-y, expliquez-nous. Allez-y. Alors, on voit très bien qu'aujourd'hui, en fait, sans regarder le schéma, parce que je le connais par cœur, il est à l'image, vous avez vu, des routes nationales, en fait. Donc, on passe par les grandes régions administratives et on s'arrête là. Or, pour être efficient, pour encore une fois déployer largement sa capacité, il eût fallu que ce réseau soit beaucoup plus dense. On peut voir l'exemple avec celui de la Côte d'Ivoire. La deuxième carte. Vous allez juste pouvoir comparer. Et d'ailleurs, la Côte d'Ivoire, c'est encore incomplet. Mais vous allez voir le distinguo. Vous voyez que ça n'a absolument rien à voir. Encore une fois, aujourd'hui en Guinée, pour être efficient, pour profiter largement de la capacité dont on dispose au centre émetteur, il faudrait à minima 46 000 km de câbles de fibre optique. Ça, c'est important, en fait. 10 fois plus. Qu'est-ce que cela permettrait, de manière très concrète? Cela permettrait... 10 fois plus. 10 fois plus, ouais. 10 fois plus. Cela permettrait à vous, à moi, à n'importe quelle entreprise, à l'État, d'être interconnecté, de favoriser, par exemple, la communication instantanée, gratuite, à l'échelle nationale, puisqu'on dispose désormais de ce débit qui nous le permettrait. Donc, aujourd'hui, sur une période de 2014 à 2020, là où on aurait donc dû déployer, à mon sens, à minima la moitié, on en est seulement à 4000 km et encore. Les 4000 km et les 45 000 dont vous parlez, est-ce qu'en l'état, on peut dire qu'il y a une sorte de coagulation et il n'y a pas de fluidité de circulation? Ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, la capacité en fait à déployer à travers ce backbone est de 50 gigas. Ce qui, pour moi, est largement en deçà du besoin, encore une fois. Du coup, mon inquiétude, c'est le coût. Parce que tout ce que vous dites là, est-ce qu'on peut avoir une idée du coût de ce que vous avancez, toute cette installation Alors, je vais vous étonner. J'estime, d'après donc mes propres calculs, que le montant qui a été investi dans ce réseau de backbone de 4428 km, etc., aurait pu servir à couvrir tout le besoin du pays. Je prends un exemple concret. Juste pour avancer. On va aller doucement, vous venez de lâcher une bombe, on va la clarifier, on va bien la faire exploser. Vous avez dit que le montant qui a servi à réaliser les 4228, 225 km aurait pu couvrir tous les besoins. Est-ce que ça veut dire que le même montant aurait permis de faire les 46 000 km? C'est ce que je pense. Aujourd'hui, rien que pour l'achat de la fibre optique, vous voyez, ce sont les câbles, etc. Dual core, c'est le G652D. C'est exactement ce modèle-là. Pour ceux qui sont sur Internet, ils peuvent aller voir ce que cela coûte. Les grandes gueules. Dans ce qui a été vendu à la Guinée,
le mètre linéaire de ces câbles est évalué à peu près à plus de 2 et quelques dollars. En réalité, si en 2 dollars, on va dire en francs guinéens, environ 20 000 francs guinéens pour faire simple. En réalité, aujourd'hui, ce même câble, il existe à l'équivalent de 900 francs ou 1200 francs guinéens, par exemple. Le même câble. Ce qui veut dire, écoutez, on peut le voir sur cet angle-là. En tout cas, ce que cela veut dire, c'est que le même montant, investi efficacement, à l'époque déjà, aurait pu acheter non pas 4200 km de câbles, mais 46 000 km de câbles. Le même montant qui est d'environ 8500 € en fait. Dollars plutôt. Mais alors, comment vous expliquez cela? Parce qu'on a plusieurs fois interpellé les autorités sur la qualité de la connexion en Guinée. Après, on a eu des explications comme quoi le Guinéen paierait moins, beaucoup d'explications. Mais comment on comprend, lorsqu'on a cette possibilité, qu'on ne puisse pas offrir à la Guinée une connexion de qualité et qui reviendrait moins cher? Oui. Alors effectivement, c'est une très bonne question. La question de la qualité, de la cherté. On va aller à la qualité. On va aller à la qualité, mais vous avez parlé de ça, c'est grave ce que vous dites. C'est une surfacturation. Vous pointez une surfacturation de 11 fois le coût normal, voire au-delà. Mais ce serait l'œuvre de qui, ce type de montage? Parce que nous avons quand même des ingénieurs. La GILAB a ses ingénieurs, la RPT a ses ingénieurs, le ministère des Télécoms a ses ingénieurs. Il y a certainement eu un appel d'offres. Mais quand savez-vous finalement, ce serait l'œuvre de qui, un tel montage? Bien malin qui saura le dire. En tout cas, ce que je sais, c'est qu'avec un tel montant, on peut faire beaucoup plus. On peut faire beaucoup mieux en termes de volume et en termes de qualité. Parce que c'est dommage que, encore une fois, on parte sur un projet qui aurait dû durer 4 ans, qui dure quasiment 2 fois plus, et au final, j'ai envie de dire, accoucher d'une telle offre en termes de services, en termes de produits de télécommunications. Cela est dommage. Puisque pour revenir à votre question donc sur les coûts, normalement, le débit disponible aujourd'hui, à mon sens, aurait dû permettre à tous les Guinéens d'accéder à moins de coûts à une connectivité illimitée, à des appels illimités, à des SMS illimités. Cela, aujourd'hui, désormais, c'est une évidence. Ce sont des calculs mathématiques simples qui le prouvent. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on en est là? Pourquoi est-ce qu'on en est encore à payer des montants comme 15 millions dans certains établissements pour avoir accès à une connexion illimitée? C'est très simple, c'est une question de monopole. Vous savez, lorsque vous êtes sur un marché et que vous êtes la seule entreprise à proposer certains services, que vous n'avez pas de concurrents, et que surtout votre force frappe financière est 20 fois plus importante que les autres, en fait, évidemment, vous vous imposez. Oui, pour ne pas la citer. Mais cela s'est vu dans d'autres pays. Je prends, mettons, le cas de la France. Par exemple, il y a quelques années, avant l'arrivée donc de l'opérateur Free, la connectivité illimitée s'évalue à quasiment 80 € en fait, pour avoir accès à tout de manière illimitée. Il y a un opérateur qui arrive et qui divise littéralement tous les prix par 6. On est passé de 80 € à 15 € pour les mêmes services. Cela prouve donc aujourd'hui quelque part que ce dont on a besoin en Guinée, c'est aussi de changer la donne avec un nouvel opérateur qui lui donc s'inscrirait dans une nouvelle dynamique. Parce que cela est techniquement possible aujourd'hui quelque part. C'est évident en fait. En termes de matériel, en termes de matériaux, en termes de finances, cela est désormais possible. Maintenant, il faut donc faire ce choix-là, il faut aller vers, encore une fois, parce que tout cela doit être quelque part au service du consommateur final. On estime aujourd'hui, juste pour donner quelques chiffres, que le revenu moyen du Guinéen qui dispose de téléphone aujourd'hui, en tout cas, le montant qu'il investit tous les mois, c'est d'environ 35 000 francs guinéens. Bien. Et bien, moi, j'estime que ce montant-là, rien que ce montant-là est suffisant déjà pour avoir un minimum une connexion illimitée. Bien. Rien que ce montant-là. On va revenir dans la troisième partie, si vous me permettez, monsieur Silla. Évidemment, le moteur est allumé. Est-ce qu'il vous a convaincu? On aura ça dans la troisième partie de l'émission. On revient à 11h. Les journées passent à un rythme fou. On finit par s'oublier, à s'occuper de tout, sauf de nous. Parfois, ça fait du bien de se rappeler qui on est. Moi, j'écoute Radio Espace Guinée. Ça me fait du bien. Radio Espace Guinée.